Une seule phrase. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer la vie d'R. Vance, qui passait d'un service ennuyeux dans un restaurant à un combat acharné pour sa survie. Elle pensait simplement aider un touriste italien âgé et désorienté à commander un café. Elle ne savait pas que cet homme était le père du plus dangereux baron du crime de la ville. Elle ne savait pas non plus qu'en parlant son dialecte, elle venait de devenir l'atout le plus précieux et le plus grand handicap de la famille de Moretti. Lorsque les SUV noirs se sont arrêtés et que la vitre s'est baissée, elle s'attendait à un remerciement. Au lieu de cela, elle a entendu l'ordre qui allait hanter ses cauchemars. Elle en sait trop. Elle vient avec nous. Voici l'histoire vraie d'une serveuse qui s'est frayé un chemin jusqu'au cœur de la mafia grâce à ses talents de traductrice. La pluie à Chicago n'a pas tout nettoyé. Elle a simplement rendu la saleté sur le trottoir plus glissante. À l'intérieur du Midnight Griddle, un restaurant ouvert 24 heures sur 24 situé à la lisière du quartier industriel, l'air sentait le café rassis, le bacon frit et la cire à parquet. R. Vance ajusta son tablier, grimaçant lorsque le nœud lui enfonça le boss du dos. Il était 23h15 un mardi. L'affluence du dîner était terminée et la foule du bar n'était pas encore arrivée. Le restaurant était presque vide, à l'exception d'un camionneur qui mangeait une tarte au comptoir et d'une silhouette solitaire à la table 4. Ara observait la table 4 depuis 20 minutes. C'était un homme âgé, peut-être la soixantaine bien avancée, vêtu d'un costume qui semblait coûteux mais usé, comme s'il avait été sorti du fond d'un placard après une décennie. Il avait des cheveux argentés épais et les mains tremblantes. Il essayait de communiquer avec Rick, le gérant de nuit, depuis 5 minutes, mais la patience de Rick était plus courte que son tempérament. « Écoutez, mon vieux », cria Rick en claquant un menu plastifié sur la table. « Je ne parle pas espagnol. »« D'accord. Café. Vous voulez du café? » C-A-F-E. Le vieil homme avait l'air désemparé. Il secouait rapidement la tête en marmonnant d'une voix faible et précipitée. Il désigna le menu, puis la fenêtre, puis sa poche. « Je n'ai pas le temps pour ça. » Rick gémit en se retournant. « Ara, occupe-toi du type à 4 heures. S'il ne commande pas dans 2 minutes, mette-le dehors. On n'est pas un refuge pour sans-abri. » Ar soupira, repoussant une mèche de cheveux bruns derrière son oreille. Elle prit une cafetière pleine et s'approcha. En s'approchant, elle entendit clairement la voix de l'homme. Ce n'était pas de l'espagnol. Ce n'était même pas de l'italien standard. C'était un dialecte épais et distinct du sud profond de la Sicile. Un dialecte qu'Elora n'avait pas entendu depuis le décès de sa grand-mère, 3 ans auparavant. Peru Unugu. Je suis perdu. Je ne sais pas où je suis. Les garçons. Où sont les garçons? Ara s'arrêta. Une vague de nostalgie la submergea, immédiatement suivie d'un vif sentiment de prudence. Les personnes qui parlaient ce dialecte spécifique dans cette partie de Chicago n'étaient généralement pas des touristes. Mais en voyant ses mains tremblantes et la peur authentique dans ses yeux larmoyants, son cœur s'adoucit. Elle posa doucement la cafetière. « Calmati, Senor Ara, dit doucement, passant naturellement au dialecte. Vous êtes en sécurité ici. Avez-vous besoin d'aide? » Le vieil homme releva brusquement la tête. La terreur sur son visage disparut, remplacée par une expression de pure stupéfaction, proche de la crainte religieuse. Il tendit la main et attrapa le poignet d'Ara. Sa poigne était étonnamment forte. « Vous parlez la vieille langue? » demanda-t-il d'une voix rauque dans le même dialecte. « Qui êtes-vous? Êtes-vous l'une des nôtres? » « Je ne suis qu'une serveuse, » répondit Ara en retirant doucement sa main. « Ma nonna était originaire de Corleone. C'est elle qui m'a appris. Vous êtes perdu? Avez-vous un numéro de téléphone que je puisse appeler? » L'homme se mit à pleurer. Il fouilla dans la poche de sa veste. Ara se raidit, s'attendant à moitié à voir une arme, mais il en sortit une serviette froissée sur laquelle était inscrit un numéro de téléphone à la craie, à peine lisible. « Mon fils, » murmura le vieil homme, « appelez Lorenzo. Dites-lui que le colis est en sécurité, mais que le loup est à la porte. Dites-lui exactement cela dans notre langue. » Ara fronça les sourcils. « Le loup est à la porte. Monsieur, quelqu'un vous poursuit? Dois-je appeler la police? » « Pas de police. » L'homme frappa du poing sur la table, faisant vibrer les couverts. Le camionneur au comptoir leva les yeux. « Appelez Lorenzo, s'il vous plaît, ou je mourrai cette nuit. » Contre son gré, Ara sortit son smartphone fissuré. Elle composa le numéro inscrit sur la serviette. La sonnerie retentit une fois.
Qui est à l'appareil? Répondit une voix. Elle était grave, baritone, et froide comme la glace. Il n'y eut ni salut, ni hésitation, juste une demande d'identité. J'appelle pour un client au Midnight Griddle, balbutia Hera, repassant à l'anglais. Un homme âgé. Il est en détresse. Il m'a dit d'appeler Lorenzo. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, si profond qu'il en était pesant. Porte-t-il un costume gris avec un mouchoir rouge? Demanda la voix. Oui. A-t-il une cicatrice au-dessus du sourcil gauche? Hara regarda. Oui, gardez-le là. Ne le laissez pas partir. Ne laissez personne s'approcher de lui. S'il part, vous mourrez. Si quelqu'un le touche, vous mourrez. Clic. Hara fixa le téléphone, le sang glacé dans ses veines. Elle regarda le vieil homme qui buvait maintenant l'eau qu'elle lui avait servie, tremblant. Il arrive, murmura Elora. Brave fille, dit le vieil homme, les yeux tournés vers la fenêtre. 10 minutes plus tard, l'atmosphère dans le restaurant changea. La pluie semblait avoir cessé dehors. Ou peut-être était-elle simplement couverte par le rugissement des moteurs. 3 escalades noires montèrent sur le trottoir, bloquant toute la devanture du restaurant. Les phares inondèrent l'intérieur, aveuglant Rick, qui était en train de compter la caisse. « Hé, vous ne pouvez pas vous garer là! » cria Rick en se dirigeant vers la porte. La porte s'ouvrit brusquement. Rick fut poussé sur le côté par un homme imposant vêtu d'un trench coat. Derrière lui se trouvait un homme vêtu d'un costume bleu marine élégant et sur mesure. Il était jeune, peut-être la trentaine, avec un visage qui aurait pu faire la couverture d'un magazine s'il n'y avait pas eu cette intensité meurtrière dans ses yeux. C'était Lorenzo. Il balaya la pièce du regard, ignorant Rick et le camionneur terrifié. Son regard se posa sur la table numéro 4. Il s'y dirigea, flanqué de ses 2 gardes du corps. Il regarda le vieil homme, puis... Lorenzo dit, d'une voix plus douce, bien que sa posture restât rigide. Le vieil homme se leva et embrassa son fils en pleurant. Il pointa un doigt tremblant vers Harara. « Elle m'a sauvé, Enzo. » Elle parle la langue. Il a compris le message. Lorenzo tourna son regard vers Hara. De près, il était terrifiant. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et l'huile à fusil. Ses yeux étaient d'un brun foncé et perçant. « Tu as traduit pour lui? » demanda Lorenzo. « Je lui ai juste commandé un café et je t'ai appelé, » répondit Hara en reculant d'un pas. « Je ne voulais pas d'ennui. »« Il t'a donné un message? » Il a dit. « Le colis est en sécurité, mais le loup est à la porte. » Le visage de Lorenzo pâlit. Il échangea un regard avec son chef de la sécurité, un homme nommé Marco, qui avait une cicatrice irrégulière sur le cou. « Le loup est à la porte, » répéta Lorenzo. « C'est un code. Cela signifie que l'endroit est compromis. » Soudain, la vitrine du restaurant vola en éclats. Crac! Une balle siffla près de l'oreille de Lorenzo et se planta dans le siège de la banquette. Le chaos éclata. « Baissez-vous! » rugit Lorenzo en plaquant son père au sol. Hara se figea. Les gardes du corps sortirent de leurs armes, des pistolets automatiques qui semblaient beaucoup trop gros pour un usage civil. Un autre coup de feu retentit, brisant la cafetière qu'elle tenait. Le café chaud éclaboussa ses jambes, la sortant de sa transe. Elle se laissa tomber sur le linoléum et rampait derrière le comptoir. Des coups de feu éclatèrent dans la rue. Les gardes du corps ripostaient à travers les vitres brisées. C'était une zone de guerre. Marco, porte arrière. Fais le tour avec la voiture. Lorenzo aboyait ses ordres avec une précision militaire. Il attrapa son père par le col et le traîna au sol. Puis il s'arrêta. Il regarda Hara, qui était recroquevillé sous le présentoir à tarte, se couvrant la tête. Il regarda Marco. « On ne peut pas la laisser ici. Patron, c'est une inconnue. » Marco cria par-dessus les coupes de feu. « Laisse-la. » Elle a compris le message, dit Lorenzo, sa voix couvrant le bruit. Elle connaît le dialecte. Et si les Russes la trouvent, ils la forceront à traduire tout ce que mon père lui a raconté avant notre arrivée. Mon père est atteint de démence, Marco. Il lui a probablement dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Lorenzo se mit en mouvement. En 2 enjambements, il était derrière le comptoir. Il attrapa Hara par le bras et la souleva. « Lâchez-moi, cria-t-elle. Vous voulez vivre? » Lorenzo la regarda droit dans les yeux. « Si tu restes ici, les hommes qui nous tirent dessus te tortureront pour obtenir des informations que tu ne sais même pas que tu possèdes. Viens avec moi et tu survivras. » Hara regarda le verre brisé, Rick terrifié recroquevillé près de la grille, et l'intensité dans les yeux de cet inconnu. «
Je n'ai pas demandé ça, pleura-t-elle. La vie demande rarement, dit Lorenzo. Il se tourna vers Marco. Attrape-la, elle vient avec nous. Avant qu'elle n'ait pu protester, l'imposant garde du corps la souleva comme si elle était une poupée. Ils coururent vers la sortie arrière et déboulèrent dans la ruelle pluvieuse où un SUV blindé les attendait, le moteur vrombissant. Ara fut jetée sur la banquette arrière, coincée entre le vieil homme et Lorenzo. Les portes se verrouillèrent dans un bruit sourd, les pneus crissèrent, et Ara Vance laissa sa vie derrière elle. Le trajet fut d'un mélange de mouvement et de silence. Pendant les 20 premières minutes, personne ne parla. Et Ara se pressa contre la portière en cuir, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Elle regardait les lumières de la ville défiler derrière les vitres teintées. Ils se dirigeaient vers le nord, loin des rues animées de Chicago, vers les riches propriétés isolées de Lake Forest. Elle risqua un coup d'œil à l'homme assis à côté d'elle. Lorenzo Moretti était occupé à taper furieusement sur 2 téléphones différents. Il avait retiré sa veste de costume, révélant un étui d'épaule contenant un pistolet noir mat. Le vieil homme, son père, s'était endormi, la tête penchée contre la ceinture de sécurité, l'air inoffensif et fragile. « Où m'emmenez-vous » demanda Ara. Sa voix était faible et tremblante. Lorenzo ne leva pas les yeux de son téléphone. « Dans un endroit sûr. J'ai un service demain matin. Ma colocataire va s'inquiéter. » Lorenzo s'arrêta enfin. Il tourna lentement la tête. Les lampadaires qui défilaient éclairaient les angles marqués de sa mâchoire. « Tu n'as pas de service demain, Ara Vance. Tu n'as plus de colocataire. Aux yeux du monde, tu as tout simplement disparu. Tu connais mon nom. Je sais tout. » Arons, 24 ans, né dans le Queens, à New York, a déménagé à Chicago il y a 2 ans. Lourde dette étudiante. Tu envoies 300 $ par mois à un centre de réadaptation dans l'Ohio, vraisemblablement pour ton frère, Jared. Ara ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Comment peux-tu savoir tout cela en 20 minutes? J'ai des gens qui sont très bons dans leur travail, dit simplement Lorenzo. Et maintenant, tu as un travail, toi aussi. Je ne veux pas de travail. Je veux rentrer chez moi. Tu ne peux pas, dit Lorenzo, d'une voix dénuée de compassion, mais lourde de réalité. Les hommes qui ont tiré dans ce restaurant y appartiennent au syndicat Vulov. Ils t'ont vu parler à mon père. Ils t'ont vu nous aider. À leurs yeux, vous êtes un associé de la famille Moretti. Si je vous dépose à votre appartement, vous serez mort dans l'heure qui suit. Ou pire. Ayar sentit la bile lui monter à la gorge. Donc, je suis prisonnière. Vous êtes une invitée sous haute protection, corrigea Lorenzo, jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Le SUV ralentit et s'engagea dans une longue allée sinueuse bordée de chênes imposants. Ils s'approchèrent d'un immense portail en fer forgé qui s'ouvrit automatiquement. Le domaine qui s'étendait derrière était stupéfiant. Une forteresse moderne en pierre qui ressemblait davantage à un musée qu'à une maison, perchée sur une falaise surplombant le lac. La voiture s'arrêta. Les portes furent ouvertes par des gardes armés. « Bienvenue dans sa forteresse, » dit Lorenzo. Ara fut escorté à l'intérieur. L'intérieur était froid, minimaliste et luxueux. Sols en marbre, œuvres d'art abstrait et baies vitrées donnant sur le vide noir du lac. Lorenzo la conduisit dans une bibliothèque qui sentait le vieux papier et le brandy. Il se servit un verre, la main ferme, ne trahissant aucune trace de l'adrénaline de la fusillade. « Asseyez-vous » ordonna-t-il en lui indiquant un fauteuil en cuir. Ara s'assit. Elle portait toujours son tablier taché de graisse. « Mon père, » commença Lorenzo en faisant les 100 pas dans la pièce, est Giovanni Moretti. Il a été à la tête de cette famille pendant 40 ans. Mais son esprit le trahit. Il divague. Il oublie qui est vivant et qui est mort. Mais il se souvient des secrets. Il se souvient des numéros de compte, des noms des juges corrompus, de l'emplacement des coffres forts. Lorenzo s'arrêta devant elle, se pencha, posa ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil, la piégeant. Ce soir, il avait en tête la carte mentale d'une cargaison en provenance de Naples. Une cargaison d'une valeur de 50 millions de dollars. Il ne fait pas confiance à la technologie, alors il garde tout dans sa tête. Quand il s'est perdu, il a paniqué. Il est revenu à l'ancien dialecte, le sicilien des années 1950, un dialecte que presque plus personne ne parle, sauf les anciens. Les yeux de Lorenzo plongèrent dans les siens.
Et toi? Ma grand-mère me l'a appris, murmura Elora. C'était notre langage secret. Eh bien, maintenant c'est mon langage secret, dit Lorenzo. Les Vulov ont intercepté nos communications. Ils ont mis nos téléphones sur écoute, ils ont des espions dans nos clubs. Nous ne pouvons pas parler ouvertement, mais ils n'ont personne qui comprenne le dialecte des montagnes de Corleone. C'est une langue morte pour eux. Ara comprit avec horreur où cela menait. Tu veux que je sois traductrice? Je veux que tu sois ma voix, dit Lorenzo. Demain, j'ai une réunion avec les chefs des 5 familles pour discuter de la menace Vulov. Je dois communiquer avec mon père pour obtenir les détails de la cargaison et je dois transmettre les instructions à mes capitaines en Sicile sans que les Russes ne comprennent un mot des communications interceptées. Et si je refuse, demanda Ara, trouvant un peu de courage. Lorenzo se leva et but une gorgée de son verre. Il se dirigea vers la fenêtre. Je effacerai la dette de ton frère, dit-il avec désinvolture. Ara se figea. Quoi? Jared, le centre de désintoxication. Il doit de l'argent à un dealer local dans l'Ohio, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu envoies autant d'argent. C'est pour ça que tu fais des doubles gardes au restaurant. Je peux faire disparaître cette dette d'un simple coup de fil. Je peux le transférer dans le meilleur établissement privé du pays, tous frais payés. Il se retourna vers elle. Cette offre était un pacte avec le diable. C'était à la fois le salut et la damnation. Aide-moi à sécuriser cette cargaison et traduis pour mon père pendant 1 semaine, dit Lorenzo, et je te rendrai ta vie ainsi que la liberté de ton frère. Ou tu peux sortir par la porte d'entrée dès maintenant et tenter ta chance avec les Russes. Ara regarda ses mains. Elles tremblaient. Elle pensa à Jared qui luttait pour se désintoxiquer, terrifié par les dealers. Elle pensa aux balles qui avaient brisé la vitrine du restaurant. Elle leva les yeux vers l'aube mafieuse. 1 semaine, dit-elle. Lorenzo sourit. Ce n'était pas un sourire aimable, c'était le sourire d'un prédateur qui venait d'attraper sa proie. 1 semaine, accepta-t-il. Montre-lui sa chambre et Marco. Le garde du corps balafré s'avança. Surveille sa porte. Si elle essaie de partir, casse-lui les jambes. Nous ne pouvons pas laisser notre traductrice s'enfuir. Haleta, mais Lorenzo s'éloignait déjà, composant à nouveau un numéro sur son téléphone. Bienvenue dans la famille, Arara. Le soleil matinal qui frappait les falaises de Lake Forest était trompeusement paisible. À l'intérieur du domaine Moretti, l'atmosphère était tendue comme la peau d'un tambour. Hera se réveilla, non pas au son du réveil, mais au bruit d'une clé tournant dans la serrure. Elle se redressa instantanément, serrant contre sa poitrine la couette en duvet haut de gamme. La porte s'ouvrit et 3 femmes entrèrent en poussant des portants à vêtements et en portant d'élégantes trousses de maquillage argenté. Elles ne ressemblaient pas à des stylistes. Elles se déplaçaient avec l'efficacité d'une équipe de mécaniciens. « Monsieur Moretti exige que vous soyez prête dans 45 minutes, dit la femme qui semblait être la chef, une brune sévère portant des lunettes. « Levez-vous. »« Prête pour quoi ?» demanda Ara en sortant du lit. Le pyjama en soie qu'elle l'avait forcé à enfiler la veille lui donnait l'impression d'être une seconde peau qui ne lui appartenait pas. « Pour le sommet, répondit la femme, déjà en train de sortir des robes du portant. Vous devez avoir l'air chère, silencieuse et invisible. Enfilez ça. Elle jeta une robe sur le lit. Elle était d'un bleu nuit profond, de coupe modeste, mais taillée à la perfection. Elle respirait l'argent. 40 minutes plus tard, Ara se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. La serveuse aux cheveux gras et aux chignons désordonnés avait disparu. À sa place se tenait une femme qui semblait tout droit sortie d'une salle de réunion à Milan. Ses cheveux étaient coiffés en douces ondulations. Son maquillage était subtil mais précis, accentuant ses yeux noisettes. Elle avait l'air puissante, elle se sentait terrifiée. Lorenzo l'attendait dans le hall. Il était de nouveau au téléphone, parlant rapidement en italien, faisant les 100 pas. Quand il la vit descendre les escaliers, il s'interrompit au milieu d'une phrase. Il baissa lentement le téléphone. Pendant 1 seconde, le masque de l'homme impitoyable tomba, et une pure admiration masculine brilla dans ses yeux. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par son attitude impassible habituelle. « Ça ira », marmonna-t-il en mettant fin à l'appel. « Tu te souviens des règles? Ne parle que lorsqu'on t'adresse la parole. Traduis avec précision. Ne regarde personne dans les yeux, sauf toi et ton père. » Ara récita d'une voix calme malgré sa nervosité. « Bien,
Mon père est dans le bureau. Nous avons 10 minutes avant de partir. J'ai besoin que tu obtiennes l'emplacement de la cargaison. Il passe une mauvaise matinée. Ils entrèrent dans le bureau. Giovanni Moretti était assis près de la cheminée, fixant d'un regard vide une bûche non allumée. Il semblait plus âgé que la veille. Papa, dit Lorenzo doucement, nous avons besoin des coordonnées. Le bateau arrive ce soir. Giovanni leva les yeux, le regard trouble. Les citrons? Les citrons sont mûrs, Enzo? Lorenzo se pinça l'arête du nez, la frustration se lisant sur son visage. Il regarda Ara. Règle ça. Ara s'approcha lentement du vieil homme. Elle s'agenouilla à côté de sa chaise, ignorant sa robe coûteuse. Elle prit sa main flétrie. Don Giovanni, murmura-t-elle dans le dialecte sicilien archaïque et épais qu'elle avait appris auprès de sa grand-mère. La récolte est prête, mais les voisins surveillent le verger. Où devons-nous stocker les fruits? C'était un pari risqué. Elle utilisait les métaphores que sa nonna employait pour raconter des histoires sur le vieux pays. Les yeux de Giovanni s'éclaircirent. Le dialecte agissait comme une clé, déverrouillant une partie de son cerveau que l'anglais et l'italien moderne ne pouvaient atteindre. Il lui serra la main. Les fruits ne peuvent pas aller à l'entrepôt. Il marmonna dans le dialecte. Les rats sont dans l'entrepôt. Telenzo, la grotte bleue sous le vieux pont sur la rivière, la cale sèche. Ara se tourna vers Lorenzo. Il dit que l'entrepôt est compromis. Il y a des rats dans l'entrepôt. Il veut que vous utilisiez la grotte bleue sous le vieux pont. La cale sèche, Lorenzo écarquilla les yeux. La grotte bleue, c'est un ancien tunnel de contrebande datant de l'époque de la Prohibition. Nous ne l'avons pas utilisé depuis des décennies. Personne ne chercherait là-bas. Il regarda Ara avec un respect nouveau. Vous venez de nous faire économiser 50 millions de dollars. Je l'ai fait pour mon frère, dit Ara froidement en se levant. Est-ce que ça compte comme le premier jour? Lorenzo s'approcha, envahissant son espace personnel. Son parfum, mélange de bois de santal et de danger, était enivrant. Ce n'était que l'échauffement. Maintenant, nous allons dans la fosse aux lions. La réunion eut lieu à Il Palazzo, un restaurant techniquement fermé pour rénovation, mais qui employait ce soir-là tout son personnel pour 5 tables. Les fenêtres étaient occultées. La sécurité était plus stricte qu'au Pentagone. Chaque serveur avait une bosse sous son gilet qui n'était pas un bloc-notes. Lorenzo entra avec Ara à son bras. Pour un observateur occasionnel, elle était sa maîtresse ou un trophée. Mais Ara pouvait sentir la tension dans son biceps, dur comme du fer à sous sa veste de costume. Reste près de moi, lui souffla-t-il à l'oreille. L'homme en bout de table est Sal Donati. Il dirige le Nord. C'est un allié. Et en théorie, l'homme à sa gauche est le représentant de Viktor Volkov, Alexei. Ce n'est pas un allié. Pourquoi les Russes sont-ils là? Murmura Ar. Parce que dans cette ville, nous faisons semblant d'être en paix, tandis que nous affûtons nos couteaux sous la table. Ils s'assirent. La table était chargée d'antipasties, mais personne ne mangeait. L'air était chargé de fumée de cigares et de testostérone. Lorenzo. Sal Donati tonna. C'était un homme corpulent, au visage rouge et au sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et qui est cette charmante créature? Je ne savais pas que tu avais une compagne. C'est Lara, dit Lorenzo d'un ton suave. C'est ma consultante personnelle. Et Alexei, le russe, ricana. Il était mince, pâle et ressemblait à un serpent en costume. Conseillère? On dirait plutôt un dessert. Ara sentit Lorenzo se raidir à côté d'elle. Elle posa une main sur son avant-bras, un avertissement silencieux. Ne mords pas à l'hameçon. La réunion commença. Il s'agissait d'une négociation sur le territoire, plus précisément sur les voies maritimes. La conversation était un mélange d'anglais et d'italien. Ayara écoutait attentivement. En apparence, il discutait de contrats de construction, mais en réalité, il était question de drogue et d'armes. Puis, Alexei passa à un dialecte italien, le napolitain. Pensant que Thinking ne comprendrait pas, il se pencha vers Sal Donati. Territory murmura rapidement. Ce garçon est faible. Si nous le frappons ce soir, le territoire sera à nous. Le cœur d'Ara fit un bond. Elle serra 2 fois le bras de Lorenzo, un signal qu'ils avaient convenu dans la voiture. Danger. Lorenzo ne réagit pas visiblement, mais il changea de position, se préparant à bouger. Alexis sourit à Lorenzo. Nous acceptons vos conditions, Monsieur Moretti. Nous resterons hors du port pendant 2 semaines.
Lorenzo regarda Ara. Elle secoua légèrement la tête. Lorenzo se pencha en arrière, faisant tourner son vin dans son verre. « Je ne pense pas que vous le ferez, Alexei. En fait, je pense que vous et S étiez justement en train de discuter de ma faiblesse. » La pièce devint silencieuse. Le visage de Sal Donati perdit toute couleur. Les yeux d'Alexis se tournèrent vers Ara. « Elle comprend, Napoleano, » siffla Alexis. « Elle comprend tout, » dit Lorenzo, sa voix tombant dans un murmure mortel. « Elle comprend que vous venez de violer la trêve. »« Tuez-les !» hurla Alexis en renversant la table. Le chaos éclata. Lorenzo se déplaça à une vitesse fulgurante. Il donna un coup de pied dans la lourde table en chêne, la projetant sur S et Alexis, les immobilisant pendant une fraction de seconde. « Baisse-toi !» rugit Lorenzo en attrapant Ara et en la poussant derrière le lourd bord en acajou. Des coupes de feu déchirèrent l'air. Le bruit était assourdissant. Les bouteilles de vin coûteux au-dessus de leurs têtes se brisèrent, faisant pleuvoir sur eux des éclats de verre et du vin rouge millésimé comme du sang. Marco et les gardes du corps de Moretti ripostèrent, leurs armes résonnant dans l'espace confiné. Ara se couvrit les oreilles en hurlant. Lorenzo était accroupi au-dessus d'elle, la protégeant de son propre corps. Elle pouvait sentir la chaleur qui se dégageait de lui. Il ne tirait pas. Il attendait. « Marco, une grenade aveuglante !» cria Lorenzo. Marco lança une grenade par-dessus le bord. Une lumière blanche aveuglante et un bruit assourdissant remplirent la pièce. Il fallait bouger maintenant. Lorenzo se releva. Ils coururent à travers la cuisine, glissant sur le sol carrelé. Un homme armé apparut près de la sortie. Lorenzo n'hésita pas. Il leva son arme et tira 2 coups, 2 balles dans la poitrine. L'homme s'effondra. Ara fixa le corps tandis qu'il passait en courant. C'était la première fois qu'elle voyait un homme mourir. Elle se sentit mal, prise de vertige, sa réalité se fracturant. Ils se précipitèrent vers la porte arrière et dans la ruelle. Le SUV blindé était là, le moteur vrombissant. Ils plongèrent à l'intérieur. « Allez, allez, allez !» Lorenzo hurla au conducteur. La voiture démarra en trombe, les balles ricochant sur le verre renforcé. Lorenzo s'affala sur son siège, haletant. Il regarda Ara. Elle tremblait de manière incontrôlable, sa robe coûteuse était ruinée par le vin et le verre, son visage était pâle. Il tendit la main et la posa sur sa joue. Il retira un morceau de verre de ses cheveux, son geste était étonnamment doux. « Tu as bien fait, » dit-il d'une voix rauque, « tu nous as sauvés. » Ara leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes et de colère. « Tu m'as utilisé comme appât. Tu savais qu'il t'entraîne quelque chose. » « Je m'en doutais, » admit Lorenzo. « Mais j'avais besoin de preuves. J'avais besoin qu'il l'admette. J'aurais pu mourir. »« Je ne t'aurais pas laissé mourir, » dit Lorenzo, l'intensité de son regard la réduisant au silence. « Je te l'ai dit, tu viens avec moi. Cela signifie que je protège ce qui m'appartient. »« Ce qui m'appartient ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et possessifs. Ahar sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, en conflit avec la peur. Elle était allée trop loin. Beaucoup trop loin. Nous ne pouvons pas retourner au domaine, annonça Lorenzo, alors que les lumières de la ville s'estompaient dans le rétroviseur. Salonati connaît les protocoles de sécurité. Il a contribué à leur mise en place. La forteresse est compromise. « Où allons-nous » demanda Ara d'une voix creuse. « Dans un refuge isolé. Juste toi et moi. Marker prendra l'équipe de sécurité principale et mènera les Russes vers l'aéroport pour les détourner. Juste toi et moi. » Ara déglutit péniblement. 2 heures plus tard, le suivi s'engagea sur un chemin de terre au cœur des bois du Wisconsin. Ils arrivèrent à une cabane. Ce n'était pas une cabane rustique. C'était une structure élégante et moderne, faite de verre et de bois, parfaitement cachée parmi les pins. Le chauffeur les laissa là et repartit. Le silence de la forêt était assourdissant après le chaos du restaurant. À l'intérieur, Lorenzo verrouilla la lourde porte en acier. Il fit le tour de la cabane, fermant les stores, vérifiant un panneau caché qui révélait un mur d'écran de surveillance. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. Pas de réseau cellulaire, mais il y a un téléphone satellite pour les urgences. Ne l'utilisez pas sauf si nous sommes attaqués, ordonna Lorenzo. Il ôta sa veste et son étui, posant son arme sur l'îlot de cuisine. Il avait l'air épuisé. L'adrénaline s'estompait, laissant apparaître un homme qui portait le poids d'un empire sur ses épaules. Ara l'observait.
Il déboutonnait sa chemise et révélant une poitrine couverte de tatouages. Certains étaient religieux, d'autres militaires. Il avait une cicatrice qui lui descendait le long des côtes. « Tu as faim ?» demanda-t-il sans la regarder. « Non, je suis fatigué. La chambre est à gauche. Je prendrai le canapé. »« Tu es l'aube. Tu ne prends pas d'habitude le grand lit ?» défia faiblement Ara. Lorenzo se retourna, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. « Je suis un gentleman, Ara, contrairement à ce que tu pourrais penser. » Ara se rendit dans la chambre. Elle prit une douche, frottant sa peau pour enlever l'odeur de poudre et de pur. Elle trouva un grand T-shirt dans la commode et l'enfile. Quand elle ressortit, Lorenzo était assis sur la terrasse, fumant une cigarette, le regard fixé sur les bois sombres. Elle hésita, puis ouvrit la porte vitrée et sortit. L'air était frais. « Tu ne fumes pas, remarqua-t-elle. « Seulement quand je prépare une guerre, répondit-il. Il ne la regardait pas. « Tu devrais dormir. Demain, nous devons planifier la reconquête de la ville. »« Pourquoi fais-tu cela ?» demanda Ara en s'appuyant contre la balustrade. « Tu détestes clairement ça. La violence, la politique. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme Alex et... » Lorenzo expira une bouffée de fumée. « Mon père a bâti cet empire pour protéger notre famille de la pauvreté. Il a réussi. Mais le pouvoir est comme un cancer. Il grandit jusqu'à te consumer. Si je pars, le vide sera comblé par des hommes comme Vulov. Des hommes qui vendent des femmes, qui poussent les enfants à prendre du fentanyl, la famille de Moretti. Nous avons des règles. Nous avons un code. Nous sommes le moindre des deux mots. » Il se tourna vers elle. Le clair de lune éclairait les angles marqués de son visage. Il avait de l'air tragique et magnifique. « Et toi ?» demanda-t-il. « Pourquoi te tuer à la tâche pour un frère qui ne te remerciera probablement même pas? »« Parce qu'il est ma famille, » répondit simplement Ara. « Et c'est le seul qui me reste. J'ai promis à ma mère avant qu'elle ne meure que je veillerai sur lui. » Lorenzo s'approcha. Il jeta sa cigarette par-dessus la balustrade. Il était si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « La loyauté, » murmura Lorenzo. « C'est une denrée rare. »« Tu en as à revendre, » dit Lara. Il tendit la main, lui prit le visage entre ses mains et lui caressa la lèvre inférieure avec son pouce. Ara retint son souffle. Elle aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû s'enfuir. Mais elle ne le fit pas. Elle se pencha vers lui. « Tu es dangereux, Lorenzo, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il. Son regard se posa sur ses lèvres. « Fuis, Arara. Retourne à l'intérieur et verrouille la porte. Je ne peux pas. » Elle respira. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était un baiser désespéré, alimenté par la mort qu'ils venaient de frôler tous les deux. C'était une revendication. Les mains d'Ar s'en mêlèrent dans ses cheveux, le tirant vers elle. Pendant un instant, la mafia, les Russes, le danger, tout disparut. Il n'y avait plus que le feu entre eux, mais ce moment fut brisé par un bip provenant de l'intérieur de la cabane. Lorenzo s'écarta instantanément, sa main cherchant le pistolet qui n'était pas là. Il se précipita à l'intérieur. Le téléphone satellite clignotait en rouge. Un SMS. Lorenzo le prit. Son visage devint livide. « Qu'y a-t-il » demanda Ara en le suivant à l'intérieur. « C'est de Marco » dit Lorenzo, la voix froide comme la mort. Il dit qu'ils ont trouvé une fuite. Ils ont découvert qui a révélé l'emplacement de l'entrepôt au départ. « Qui » Lorenzo regarda Ara, les yeux soudainement méfiants. Il dit que l'information provenait d'un téléphone enregistré dans un centre de réadaptation dans l'Ohio. Ara sentit le sang se retirer de son visage. « Jared, ton frère, » dit Lorenzo en s'éloignant d'elle. « Les Russes l'ont attrapé. Ils l'ont pressé de questions pour obtenir des informations sur toi, sur ton lieu de travail. C'est comme ça qu'ils nous ont trouvés au restaurant. » « Non, Jared n'aurait pas fait ça. Les junkies sont prêts à tout pour se procurer leur dose. »« Ara » cria Lorenzo en frappant du poing sur le comptoir. « Il t'a trahi et à cause de ça, mon père a failli être tué. »« Il ne savait pas, » pleura Ara. « Il ne sait rien à ton sujet. Il savait que tu traduisais pour un Italien parce que tu t'en es probablement vanté lors d'un de vos appels. »« Jamais. »« Peu importe, » dit Lorenzo, son attitude redevenant impitoyable. « Marco s'en occupe. »« Que signifie s'en occuper » demanda Elara, paniquée. « Cela signifie, » dit Lorenzo en lui tournant le dos, « que ton frère est un boulet et que les boulets doivent être éliminés. »« Non, Lorenzo, je t'en prie, tu avais promis. » Ara lui attrapa le bras. Il la repoussa.
C'était avant que je sache qu'il était une balance. Le marché est rompu, dit-il en se dirigeant vers la porte. Où vas-tu finir ça? Dit Lorenzo. Il attrapa son arme. Ne me suis pas et ne quitte pas cette cabane. Si tu le fais, je ne peux pas te promettre que tu survivras à la nuit. Il sortit dans l'obscurité, laissant Ahara seul dans le silence, le goût de son baiser encore sur ses lèvres, et la prise de conscience que l'homme dont elle était tombée amoureuse était sur le point de tuer la seule famille qui lui restait. Elle regarda le téléphone satellite. Il n'était pas surveillé. Ahara prit une décision. Elle n'allait pas être une demoiselle en détresse. Elle attrapa les clés de la voiture de secours, un camion cabossé garé dans la remise qu'elle avait repéré plus tôt sur les écrans. « Je viens te chercher, Jared, » murmura-t-elle. Elle sortit en courant par la porte arrière dans la nuit. Le camion que Laura avait volé était un Ford F-150 rouillé qui vibrait violemment lorsqu'elle dépassait les 130 km/h. La pluie était revenue, transformant les routes secondaires du Wisconsin en rubans lisses de glace noire. Elle ne se rendait pas en Ohio. Elle n'en avait pas le temps. Elle avait vérifié les coordonnées GPS sur le téléphone satellite avant de s'enfuir. L'endroit que Marco avait indiqué n'était pas un centre de désintoxication en Ohio. C'était une scierie abandonnée à seulement 30 km au sud, près de la frontière de l'État. Pourquoi Marco aurait-il emmené Jared là-bas? La question la taraudait. Si Marco s'en occupait, pourquoi rapprocher la cible du refuge? C'était un piège. Ahara le sentait dans ses tripes. Cette prise de conscience la frappa avec la force d'un coup physique. Lorenzo se dirigeait vers un massacre, aveuglé par sa rage face à ce qu'il percevait comme une trahison. Elle prit un virage, projetant des éclats de gravier, et aperçut la silhouette de l'ancienne scierie se découpant sur le ciel orageux. Une berline noire solitaire, la voiture de Lorenzo, était garée près du hangar assise principale. Ahara éteignit les phares. Elle descendit la pente en roue libre et gara le camion derrière un tas de rondins pourrissants. Elle attrapa un démon de pneus sous le siège, une arme dérisoire contre des fusils, mais il était lourd dans sa main. Elle se glissa vers le hangar. Le bruit de la pluie sur le toit en tôle ondulée masquait ses pas. À travers une fente dans les portes coulissantes, elle les vit. L'intérieur était éclairé par des projecteurs portatifs. Au centre de la pièce, un jeune homme était attaché à une chaise, battu et ensanglanté. C'était Jared. Il avait l'air terrifié, bâillonné avec du ruban adhésif. Debout au-dessus de lui se tenait Lorenzo, son arme à la main, mais pointée vers le sol. Il semblait indécis. « Dis-moi à qui tu nous as vendus, » rugit Lorenzo, sa voix résonnant sur les parois métalliques. Il arracha le ruban adhésif de la bouche de Jared. « Je ne sais pas qui vous êtes, » sanglota Jared. « Je n'ai vendu personne. Un type m'a appelé. Il m'a dit que Ahara avait des problèmes. Il m'a dit que je devais venir ici si je voulais l'aider. Puis une camionnette s'est arrêtée et Lorenzo s'est figé. Un type t'a appelé? Il a dit qu'il travaillait avec Laura. Il avait une cicatrice au cou. Lorenzo pâlit. Une cicatrice au cou, Marco, murmura lentement Lorenzo depuis l'ombre du pont supérieur. Un lent applaudissement résonna. Il est malin, ce gamin. Raya une voix. Lorenzo se retourna brusquement, levant son arme, mais il était trop tard. Un puissant projecteur l'aveugla depuis les passerelles au-dessus. Un coup de feu retentit, non pas pour tuer, mais pour désarmer. La balle frappa la main de Lorenzo, envoyant son pistolet valdinguer sur le sol en béton. « Marco! » cria Lorenzo en serrant sa main ensanglantée. « Montre-toi! » Marco sortit de l'ombre, flanqué de 4 hommes armés de AK-47. Ce n'étaient pas des Italiens. C'étaient les hommes de Vulov. « Ce n'est pas personnel, patron, » dit Marco en se penchant par-dessus la balustrade avec un sourire suffisant. « Mais Vulov m'a proposé les routes maritimes. Vous m'avez proposé l'honneur. L'honneur ne permet pas d'acheter une villa de retraite à Capri. C'est toi qui as vendu la mèche, réalisa Lorenzo, les yeux sombres de rage. Tu as tout manigancé. Tu as parlé du restaurant à Vulov. Tu lui as parlé de l'entrepôt. Et je t'ai dit que le gamin était de la balance pour que tu viennes ici seul nettoyer le désordre. » Marco rit. « Je savais que tu étais trop émotif, trop mou. Et maintenant, je peux livrer la tête de la famille Moretti aux Russes, emballée dans un joli paquet cadeau. Et la fille, eh bien, c'est une question en suspens. » Ahara, qui observait depuis l'interstice de la porte, sentit une montée d'adrénaline qui lui clarifia l'esprit. Lorenzo était blessé. Il était en infériorité numérique. Jared était ligoté. Marco avait l'avantage.
Ils allaient mourir à moins qu'elle ne fasse quelque chose de fou. Elle regarda le camion Ford rouillé garé en haut de la pente boueuse. Elle regarda la fine paroi métallique du hangar, juste derrière les poutres de soutien de la passerelle où se tenait Marco. Elle ne réfléchit pas. Elle courut vers le camion. À l'intérieur du hangar, Marco leva la main. « Tue-le. Fais-le de manière sanglante. » Les mercenaires russes levèrent leurs fusils. Lorenzo se tenait droit, refusant de supplier, regardant la mort en face. De la place. Un rugissement couvrit le bruit de la pluie. Il devint plus fort, un hurlement mécanique d'un moteur tournant à plein régime. Marco tourna la tête. « C'est quoi ce bruit? » La paroi du hangar explosa vers l'intérieur. Le camion de Ford roulant à 100 km/h enfonça le métal ondulé et percuta directement les piliers de soutien de la passerelle. L'impact fut catastrophique. La passerelle métallique se déforma. Marco perdit l'équilibre et hurla lorsque la passerelle s'effondra, le projetant avec deux mercenaires à 4,5 mètres de hauteur sur le sol en béton, dans une pluie d'étincelles et de débris. La tête d'Ara heurta violemment le volant. L'airbag se déploya dans un nuage de poudre blanche, la désorientant. Ah! La voix de Lorenzo était le point d'ancrage dans ce chaos. Il ne perdit pas une seconde. Il plongea vers son arme tombée au sol, glissant sur le sol. Les deux mercenaires restant au sol ouvrirent le feu, mais ils furent distraits par le camion. Lorenzo tira. Bang! Bang! Les deux hommes tombèrent. Il se précipita vers le camion, ouvrant la porte froissée. « Hera, bouge! » Elle gémit, du sang coulant sur son front. Elle détacha sa ceinture et tomba hors de la cabine. Lorenzo la rattrapa avec son bras valide. « Espèce de belle idiote! » Il haleta en la traînant derrière une pile de bois, juste au moment où les balles commençaient à ricocher sur le bloc moteur du camion. Marco avait survécu à la chute. Il se relevait des décombres, le visage masqué de sang et de poussière, ressemblant à un démon. « Tuez-les tous! » hurla Marco en tirant à l'aveuglette avec une mitraillette. « Jared! » hurla Ara. Son frère était toujours attaché à la chaise au milieu des tirs croisés, hurlant. « Couvrez-moi, dit Lorenzo. Il lui tendit son arme. « Je ne sais pas se tirer. »« Vise et appuie sur la détente. Garde Marco à couvert. Je vais chercher ton frère. » Lorenzo n'attendit pas. Il sortit de sa cachette et sprinta vers Jared. Ara saisit le lourd pistolet. Ses mains tremblaient. Elle vit Marco se relever et viser Lorenzo dans le dos. Non, pas encore. Pas lui. Elle ne se contenta pas de viser. Elle imita. Elle repensa à la peur dans le restaurant, aux bouteilles de vin brisées, à la trahison. Elle appuya sur la détente. Le pistolet fit un bond en arrière. La balle passa loin, touchant un baril métallique près de Marco, mais cela suffit. Marco tressaillit et recula. Cette fraction de seconde donna à Lorenzo le temps dont il avait besoin. Il atteignit Jared, coupa les cordes avec un couteau à cran d'arrêt qu'il sortit de sa botte et poussa le garçon vers la sortie arrière. « Cours, petit! »« Va-t'en! » cria Lorenzo. Jared s'enfuit en titubant. Lorenzo se retourna, mais il était exposé. Marco surgit, un sourire tordu sur le visage. Il avait une vue dégagée sur la poitrine de Lorenzo. « Au revoir, patron. » Clic. Le pistolet de Marco s'enraya. Les munitions bon marché utilisées par les mercenaires avaient échoué. Lorenzo n'hésita pas. Il chargea. Il franchit les 3 mètres qui les séparaient avec la férocité d'un lion. Il plaqua Marco dans les débris. Ils roulèrent, les poings volants. Ce n'était pas un duel entre gentlemen. C'était une bagarre de rue. Marco était plus grand, mais Lorenzo se battait pour quelque chose de plus important que l'argent. Marco attrapa un morceau de tuyau métallique dentelé et le brandit. Lorenzo le bloqua avec sa main blessée, grognant de douleur, et donna un violent coup de tête dans le nez de Marco. Marco tituba en arrière, étourdi. Lorenzo lui fit un croche-pied, l'envoyant s'écraser sur le dos. Lorenzo se tenait debout au-dessus de lui, la poitrine haletante. Il ramassa le pistolet que Marco avait laissé tomber. « Tu étais mon frère, Marco, » dit Lorenzo d'une voix brisée. « Je t'ai confié ma vie, mon père. » Marco cracha du sang, souriant à travers ses dents rouges. « C'était ton erreur. Il n'y a pas de frères dans cette vie, Enzo. Seulement des survivants. »« Tu as raison, dit Lorenzo. » Il appuya sur la gâchette. Le silence qui suivit était pesant, seulement rompu par le bruit de la pluie qui tambourinait sur le toit, en ruine, et le sifflement du radiateur du camion.
Lorenzo laissa tomber le pistolet. Il regarda Ahara, qui était toujours accroupi derrière le bois, les yeux écarquillés. Il s'approcha d'elle. Il ne dit pas un mot. Il la serra simplement dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans les décombres. Deux survivants dans un monde qui avait tenté de les écraser. 48 heures après la fin des coupes de feu à la scierie, le silence qui régnait dans le domaine Moretti semblait plus pesant que le bruit de la guerre. La tempête était enfin passée, laissant le ciel au-dessus du lac Michigan d'un violet et d'un gris meurtri. Les eaux en contrebas bouillonnaient d'une énergie agitée qui correspondait au nœud dans l'estomac d'Ara. Ara se tenait sur la terrasse en pierre surplombant les falaises, enroulant plus étroitement un châle en cachemire autour de ses épaules. Les marques physiques de la nuit s'estompaient. La coupure sur son front était recousue et bandée, les achymoses sur ses bras prenaient une teinte jaune tachetée, mais le paysage intérieur de son esprit avait été irrévocablement altéré. Elle regarda un hélicoptère noir décoller de l'héliport privé situé sur la pelouse sud, ses rotors fendant l'air alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport international O'Hare. Il transportait Jared. Il était en route vers une clinique privée dans les Alpes suisses, un établissement aux murs semblables à ceux d'une forteresse, où les médecins coûtaient plus cher à l'heure qu'Ara ne gagnait en un an. Lorenzo avait tout organisé d'un simple coup de fil. La dette avait disparu. La menace avait disparu. Jared était en sécurité, sans doute pour la première fois de sa vie. Mais il avait également disparu de la sienne. C'était une séparation qu'elle ne s'attendait pas à ressentir aussi profondément, une légèreté qui ressemblait de façon terrifiante à un vide. Il sera bien soigné. Une voix retentit derrière elle. Ara ne sursauta pas. Elle avait appris à reconnaître le bruit des pas de Lorenzo. Lourd, délibéré, autoritaire. Elle se retourna pour lui faire face. Lorenzo se tenait dans l'embrasure de la porte vitrée. Il était vêtu d'un costume gris anthracite, impeccable comme toujours, bien que son bras gauche fût immobilisé dans une écharpe en soie noire. Les cernes sous ses yeux étaient profonds, témoignant des nuits blanches passées à nettoyer le désordre laissé par Marco. Il ressemblait à un roi qui avait remporté la bataille, mais qui était las de sa couronne. « Je sais, » dit Ara doucement. « Vous avez tenu parole malgré tout. » Lorenzo sortit sur la terrasse et s'arrêta à quelques mètres d'elle. Il ne réduisit pas la distance qui les séparait. Il y avait désormais une barrière entre eux, faite de culpabilité et d'obligation. Le syndicat Volkov s'est retiré, annonça Lorenzo d'une voix neutre. Avec la mort de Marco et la révélation de l'identité de leurs mercenaires, les autres familles se sont retournées contre eux. Alexei se cache, la ville est à nouveau à nous. C'est donc fini, déclara Era. Pour toi? Oui. Lorenzo fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une épaisse enveloppe en papier craft. Il la lui tendit. Ara la regarda, mais ne la prit pas. Qu'est-ce que c'est? La liberté, dit Lorenzo. À l'intérieur, il y a un passeport avec un nouveau nom, un acte de propriété d'un appartement à Seattle, un compte bancaire avec suffisamment d'argent pour que tu n'aies plus jamais à servir une tasse de café ou à traduire pour un vieil homme effrayé. Tu peux partir ce soir. Mon chauffeur vous attend. Ara fixa l'enveloppe. C'était la stratégie de sortie. C'était de la vie normale dont elle avait rêvé en grattant le chewing-gum sous les tables du restaurant. C'était la sécurité. C'était de la raison. Pourquoi? Demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Vous avez dit que j'étais un handicap, puis vous avez dit que j'étais un atout. Et maintenant, vous me laissez partir. Lorenzo s'approcha, le masque de l'aube glissant pour révéler l'homme qui se cachait derrière. L'homme qui l'avait tenu dans les décombres d'un camion, alors que la pluie et le sang les imprégnaient tous les deux. « Parce que vous n'avez pas demandé cela, Ara, » dit-il, la voix rauque, étouffant son émotion. « Je vous ai entraîné dans ma guerre. Vous avez failli mourir à cause des péchés de ma famille. Je suis un homme égoïste, mais je ne suis pas un monstre. Je ne garderai pas un oiseau en cage, même si j'aime beaucoup son chant. » Il posa l'enveloppe sur la balustrade en pierre qui les séparait. « Prends-la. Va à Seattle. Trouve un homme gentil qui n'a pas de prix sur sa tête. Sois heureuse. » Ara regarda l'enveloppe, puis les eaux sombres et agitées. Elle repensa au restaurant, à l'odeur de graisse rance, à l'engourdissement de la routine quotidienne. Puis elle repensa à la montée d'adrénaline lorsqu'elle avait fui la pédale d'accélérateur de ce camion. Elle repensa au moment où elle avait appuyé sur la gâchette pour le sauver.
Elle réalisa avec un sursaut que la serveuse terrifiée qui était entrée dans cette maison 3 jours auparavant n'existait plus. Cette femme était morte dans la scierie. La femme qui se tenait sur la terrasse avait regardé la mort en face sans skillia. Elle regarda Lorenzo. Elle vit de la solitude dans ses yeux, le poids écrasant de son pouvoir. Elle vit un homme qui avait besoin d'une partenaire, pas d'une personne dépendante. Tu as raison, dit lentement Ara. Je n'ai pas demandé ça. Elle tendit la main et prit l'enveloppe. Lorenzo la regarda, la mâchoire crispée, se préparant à son départ. Ara retourna l'enveloppe entre ses mains en sentant le poids. Puis elle la jeta par-dessus la balustrade. Les yeux de Lorenzo s'écarquillèrent tandis que le paquet dévalait la falaise, disparaissant dans les vagues sombres en contrebas. « Ara, je ne veux pas de Seattle, » dit-elle, sa voix gagnant en force et résonnant clairement dans l'air froid. « Et je ne veux pas d'un homme gentil. J'ai essayé la sécurité, Lorenzo. La sécurité n'est qu'un autre mot pour attendre de mourir lentement. » Elle s'approcha de lui, franchissant la barrière qu'il avait érigée. Elle posa doucement sa main sur le revers de son costume, juste au-dessus de son cœur. Elle pouvait le sentir battre vite, fort. « Tu as dit qu'une fois que je viendrais avec toi, je viendrai avec toi. Tu m'as dit que je faisais désormais partie de la famille. » Elle leva les yeux, croisant son regard brun foncé de ses yeux noisettes. « Je parle la langue. Je connais les secrets. Je sais où les corps sont enterrés. Et j'en ai moi-même enterré un. Je ne suis plus une civile, Lorenzo. Je suis une complice. » Lorenzo scruta son visage à la recherche de la peur, de l'hésitation. « Comprends-tu ce que tu choisis? Ce n'est pas un film. Il n'y a pas de générique. Il n'y a que la vie. C'est dangereux. C'est violent. Et c'est pour toujours. »« Je sais, » murmura Elara, « mais la cage n'est une prison que si tu veux partir. Si tu choisis de rester, alors c'est un château. » Une lueur d'espoir s'alluma lentement dans les yeux de Lorenzo, remplaçant l'épuisement. Il leva sa main valide, lui caressa la joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire avec une révérence qu'il réservait habituellement aux objets religieux. « Je ne peux pas te promettre la sécurité, » murmura-t-il, son front reposant contre le sien. « Mais je peux te promettre le pouvoir. Je peux te promettre que personne ne te touchera plus jamais sans avoir à me rendre des comptes. Je n'ai pas besoin que tu me protèges, Lorenzo. » Ara soupira, comblant la distance entre leurs lèvres. « J'ai besoin que tu règnes avec moi. » Il l'embrassa alors, et ce n'était pas le baiser désespéré et chargé d'adrénaline de la cabane. C'était un saut, c'était un couronnement. Il était profond, possessif et définitif. Lorsqu'ils se séparèrent, l'atmosphère autour d'eux semblait avoir changé. L'incertitude avait disparu. Lorenzo lui offrit son bras valide. « Entrons. Le dîner est servi. Les capots viennent présenter leur respect à la nouvelle direction. » Ahar lissa sa robe et leva le menton. Un calme froid et majestueux s'installa sur ses traits. Elle prit son bras. « Ne les faisons pas attendre, » dit-elle. Ils se retournèrent et marchèrent vers les imposantes portes vitrées du domaine. Lorsqu'ils entrèrent dans le hall, les 2 gardes postés à l'entrée se mirent au garde à vous. Cette fois-ci, ils ne se contentèrent pas de saluer Lorenzo d'un signe de tête. Leurs yeux se posèrent sur Ahara, ils s'inclinèrent avec une déférence sincère. Elle ne baissa pas les yeux. Elle regarda droit devant elle, au cœur de la forteresse. Arvens était mort. Longue vie à la reine. De simple spectatrice impuissante à reine de la pègre de Chicago, le parcours d'Ara prouve que parfois, notre véritable nature ne se révèle que dans le feu de l'action. Elle a renoncé à un avenir sûr pour un amour dangereux, prouvant que pour certains, le pouvoir est la seule sécurité qui compte. Que pensez-vous du choix de Lara? A-t-elle fait preuve de courage en restant ou d'imprudence en renonçant à un nouveau départ? Je veux connaître votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour découvrir d'autres récits passionnants mêlant romance et danger. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain chapitre.